Bonsoir. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, l'ex-première dame Simone Gbagbo a plaidé pour la réconciliation et l'apaisement. Oui, les détails de cette adresse tout à l'heure dans le Live Actu. Et ce soir, il sera question de l'État et de la bonne gouvernance. Notre invité est M. Achiou Jacques III. Il est directeur de la sensibilisation et de l'éducation à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours rêvé. Bienvenue dans le Live Talk. Oyez, c'est l'acte 2 de votre rendez-vous préféré. Bienvenue aux aficionados du Live Talk. Et puis, pour tous ceux qui nous rejoignent, eh bien, nous vous promettons de grands moments de télévision en notre compagnie. Et ça fait un an que ça dure, c'est plus d'1 an à présent. On est toujours très heureux. On a toujours cette pleine forme-là. On a toujours cette envie-là de vous proposer le meilleur. On a dit chaque jour marqué du sceau de votre fidélité. Eh bien, nous proposons le meilleur sur nos antennes. Et à ce rendez-vous. Bonsoir, Madame Bleu. Bonsoir, Brissano. Waouh. Et je fais un peu comme Rihanna. C'est ça. Elle me manque en petite fourmi. Bonsoir, Madame Diallo, comment allez-vous? Bonsoir, Brissano. Ouais, vous faites un peu comme Madame Bleu qui fait elle comme Rihanna. Voilà. C'est ça. Il y a une chanson comme ça qui fait la chaîne. Et puis, bonsoir, Monsieur André Bois. Ben, bonsoir, Brice. Bonsoir à vous tous. Là, j'ai vu tous les spectateurs qui ont fait. C'est qui celui? Ben, vous avez laissé tomber les costumes aujourd'hui. Oui, ça m'arrive. Non, je mais pense que de plus en plus. de plus en plus, ça lui va bien. je me sens plutôt dans une forme. Olympique. Je vais pas dire, bon, pas olympique, mais enfin. Et puis les vacances, spirituellement, ouais, les bientôt, vacances, il y a tout ça. Il y a l'air du temps peut-être qui m'amène à porte. changer de look. Hein. Ouais. Très bien. Ok, je tenais à dire que ce n'est pas les mêmes tuniques. Voilà. Elles sont toutes noires peut-être, la plupart, mais ce n'est pas les mêmes. Aujourd'hui, il y a la petite différence Il y a comme ça. des boutons. Il y a des boutons, contrairement à celle d'hier. Voilà. Oui. Quelqu'un m'a dit qu'il a mené un débat chez lui avec sa soeur. C'est la même, c'est pas la même, c'est la même petite ici là. Bon, ok, donc du coup, il y a celle-là. On peut différencier. Bon, ceci dit, on a ce qu'il faut, hein. on est déjà prêt. Je pense qu'on va tout de suite partir pour 40 minutes d'information et d'échange autour de l'actualité. On commence tout de suite avec notre point d'actu. Je vous le disais, eh bien, Simone Gbagbo, Madame Simone Gbagbo, donc dans une adresse parue aujourd'hui même sur sa page Facebook, eh bien, s'est exprimée. Et s'est exprimée de ce qu'on a pu, vous avez un terme journalistique, M. André Bois, pour lui dire de la substance qu'on en tire. Ouais, la quintessence même de. C'est ça, de ces propos. Eh bien, il y a comme un vent, vous parliez de vent tout à l'heure, comme un vent d'apaisement et de réconciliation qu'on a pu lire entre les lignes, en tout cas qui a soufflé entre les lignes des propos de Simone Gbagbo. Partagez mon point de vue. Oui, absolument. Ben, ça fait, elle est sortie donc il y a bien longtemps, mais on ne l'a pas entendue avec autant de propos, on va dire, un peu rassembleurs. Mais en tout cas, les propos qui font plaisir à peu mesurer, qui font plaisir à tous les camps, etc. Donc je pense que... Et moi, le premier mot que j'analyse dans les propos de Simone Gbagbo, eh bien, c'est de l'amour. Elle précise bien de l'amour avec grand A. Elle a bien précisé avec grand A. Et je pense que l'ensemble de son discours révèle des messages subliminaux, on va dire, comme tu as dit, donc la quintessence. Et d'une certaine manière, elle s'exprime sans forcément tout dire, mais elle le dit en fait. Donc parler par exemple d'amour avec grand A. Pour ne pas qu'on confonde avec un amour à un petit A, pour éviter toute forme de comparaison. Et elle a même, comme on n'a pas de sa manière de faire un discours mesuré, même si elle avait déjà fait un discours avant le retour de Laurent Gbagbo, ce discours qu'on attendait du président Laurent Gbagbo, donc rassembleur et tout, qu'on n'a pas encore effectivement eu de cette manière, elle le fait. Elle met le cadre pour cela et bien sûr, elle vante les mérites de Laurent Gbagbo, bien sûr. Du président Laurent Gbagbo. Vous apprêtez à dire son époux? On est encore dans le flou, mais bon. Non, pas, là, on est vraiment dans la politique. Hein. Oui, dans la politique, voilà. Elle dit, le président Laurent Gbagbo nous est revenu le jeudi 17 juin avec une victoire magnifique sur toute l'adversité et un procès international. Et donc, tout au long de son discours, elle le vante, elle vante ses mérites, ses actions. Et en plus, elle parle également du président
Alassane Ouattara, qui accompagne ce processus de réconciliation, qui a bien voulu que le président Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire, qui salue les efforts et qui a même demandé également que des efforts soient faits pour les prisonniers politiques. Pour Charles Blé Goudé, par exemple, qui a été son le grand retour oublié de cette également. affaire. Voilà. Donc elle se pose vraiment rassembleur et elle plaide pour les autres membres de son collectif. Très bien. Alors moi, ce que je trouve déjà intéressant, c'est son langage corporel, c'est la forme de la vidéo. Elle est très posée, c'est très formel en fait comme environnement et comme peut-être message qu'elle veut lancer. Et c'est le fait qu'elle soit très posée, qu'elle ait ce regard qui est quand même grave. Et ce qui est agréablement surprenant, je dirais, peut-être que c'est aussi politique, André, tu me diras, c'est justement ce discours qu'elle tient, ces mots qu'elle dit à l'endroit de celui qui est censé être son futur ex-époux dans pas très longtemps, celui quand même qui a eu des comportements qui ont fait l'objet de railleries à l'encontre de cette même femme le jour de son retour de l'aéroport et qui a justement fait le premier acte fort qu'il a posé quand il venait d'arriver, c'est justement de publier un communiqué pour annoncer qu'il se sépare d'elle. Malgré tout ça, elle ne fait pas de sortie pour l'invectiver, etc. Au contraire, elle fait une sortie où on attend, dans lequel elle traite de certains points où on attendait Laurent Gbagbo, justement, on en a parlé sur ce plateau, le fait qu'on attende ce discours-là rassembleur, de remerciements, etc. Elle fait le choix de parler dans ce sens-là. Et elle a dit ne laissons pas place à l'amertume. Donc elle parle de ses supporters, de ses partisans. Et donc au début, elle vante les mérites de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, du président Alassane Ouattara et des actions qui ont été déjà menées, de cette victoire qui a été acquise. Mais à la fin, elle se met également en valeur lorsqu'elle dit « j'ai été célébrée en Côte d'Ivoire, mais dans plusieurs pays africains, en France, en Angleterre ». Elle montre cette notoriété qu'elle a acquise depuis de nombreuses années et qu'elle consolide en fait, finalement avec le retour même du président Laurent Gbagbo. Comme si je prenais au bon bris ce que vous seriez en train de penser. Et là, c'est un magnifique coup politique qu'elle a réussi, ça il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'on a fait des reproches ici, diversement interprétés, mais en tous les cas, globalement, le fait, c'est que Laurent Gbagbo n'a encore prononcé aucun discours rassembleur, on va dire. Et elle le fait. Donc, elle se met dans l'après. Je pense qu'elle est vraiment en mode combattante pour conquérir le pouvoir. On va dire deux niveaux de pouvoir. D'abord, le pouvoir dans le FPI, dans son camp politique, où elle se met vraiment en chef. Elle dit, bon, il est revenu. D'accord, on est tous contents. Il reste quand même le président Gbagbo, celui qui a porté notre idéal, tout ça. Mais aujourd'hui, moi, je suis là, je suis célébré parce que je demeure un élément de rassemblement. Et aussi, d'un point de vue national, je demeure quelqu'un qui est capable de lire positivement les actions de ce qu'on peut appeler l'adversaire. Je suis très... Elle est lucide. Voilà, ça va, c'est ce que je m'apprête à dire. Lucide, surtout qu'elle ne mélange pas ce qui relève du privé. Elle ne se prononce pas là-dessus. Et même, elle ne le met même pas sur la place publique. D'ailleurs, la posture dont vous parlez tout à l'heure est une forme de pied de nez pour ceux qui estimaient peut-être que cette décision était venue l'affecter, était venue... Exactement. Elle montre qu'elle est une femme forte et qu'elle est une femme politique redoutable. Mais surtout, moi, je trouve aussi que ça relève d'une certaine grandeur d'esprit et surtout de sagesse. Je trouve qu'aujourd'hui, si moi, je devrais poser un qualificatif sur ce discours-là et cette approche, je mettrais le qualificatif sage. Exactement. Ça peut-être un point de désaccord. Je n'irai pas jusque-là parce que je pense que tous les hommes politiques qui appellent à un rassemblement, qu'ils soient sages ou qu'ils ne soient pas sages, je pense que ce qui les intéresse d'abord, c'est conquérir. C'est-à-dire comment avoir le maximum de soutien. Moi, je pense que son discours, ce qu'elle met en avant là, c'est qu'elle est prête à aller au combat, pas sur le terrain où on veut l'entraîner, parce que c'est ça, on lui a dit, va à la justice pour faire la bagarre. Sur la place publique, dans la rue. Oui, elle ne va pas là-bas. Elle dit, je vais sur le terrain. Parce que le temps n'est plus aux imprécations. Merci. Ne donnons plus aucune place à l'amertume, à la rancune, à la douleur, à la déception et à la colère. Elle passe à autre chose. Elle passe à autre chose. Et d'une certaine manière aussi, elle montre que, comme on le dit à chaque fois, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Parce que d'une certaine manière, avec ce discours mesuré, sage et on va dire posé, elle montre en fait finalement, d'une certaine manière, peut-être la faiblesse politique actuelle de son mari en se mettant en valeur
en montrant les actions qui sont Moi, je suis très prévues. fort. Et qui sont Moi, censées. on est très fort sur les Pareil, symboles. moi. Et moi, je suis même très fort sur les Pareil, symboles. ouais. Quand on regarde cette fameuse image de Simone Gbagbo en train de s'exprimer, je ne sais pas si vous faites attention, pendant son discours, il y a une chaise, il y a un fauteuil vide. Oui, un fauteuil vide, oui. Pour moi, il n'est pas là de façon fortuite. Anodine. Pour dire qu'il y a comme une place à occuper quelque Non, je dis, part. c'est carrément tout un message non, subliminal. c'est hein. tout un message, il y a quand même une place à occuper. Mais ce que Edith a dit là, c'est intéressant. C'est-à-dire, derrière un homme fort se cache une femme forte. Et si aujourd'hui, le président actuel, Laurent Gbagbo, ouais. peut être considéré comme un homme affaibli parce qu'il fait de mauvais choix, c'est parce qu'il y qu'il a n'est l'absence, il n'est voilà. plus aussi bien accompagné qu'il l'était. Et donc, Il y a cette rupture. voilà. Et donc, il faut que je continue, je prenne maintenant ma place. En fait, c'était moi qui le rendais, Exactement. Maintenant, fort. qui suis-je Oui, mais Qui attention. suis-je aujourd'hui? Mais- Eh bien, je suis mais- quelqu'un qui est toujours dans l'estime des uns et des autres au regard de la façon dont j'ai été célébré. Et je profite de ma position de femme blessée, de femme, on va dire, humiliée, bon, en tout cas pour Ouais. ce que certains pensent, de femme humiliée sur la place publique, pour montrer que, en fait, je suis une femme forte qui s'assume. Et c'était moi, finalement, qui rendait cet homme peut-être... Mais justement, mais c'est peut-être assez délicat de dire ça comme ça, puisque c'est cette même femme qu'on a accusée d'avoir poussé son mari à s'accrocher au pouvoir jusqu'à ce qu'il se retrouve Mais je dans t'ai une dit que c'est situation une femme pareille. politique redoutable Mais aussi. c'est ce que je dis aujourd'hui. Est-ce que justement, elle veut surfer toujours sur cette image de femme moi, je dis jamais aux femmes derrière l'homme, hein, je dis femme aux côtés de l'homme. D'accord. Est-ce que c'est cette même femme aux côtés de l'homme qu'elle veut encore promouvoir et prôner pour dire qu'aujourd'hui encore, elle est là, elle essaie de corriger les erreurs entre guillemets stratégiques ou de communication que son actuel mari, qui va être son ex-mari, aurait fait. Vous voyez non, ce que je veux parce dire? que non, moi, je vois très très bien ce que vous dites, Rabia, mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'il s'agit vraiment d'une femme qui veut dire j'étais aux côtés de quelqu'un, on a pu m'accuser d'avoir été celle qui a dû le pousser sur un certain nombre de choses, Oui. mais une chose est sûre, aujourd'hui, je suis en capacité, moi, de prendre mes décisions et de les assumer. Et puis surtout Je de pense que c'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'elle veut. poser des actes, en fait, finalement, qui n'ont pas été posés par celui qu'on attendait. C'est ça, donc... Et je trouve que c'est Il y a extrêmement... une forme de positionnement, quoi qu'on dise. hein. Oui, Bah oui, et absolument. ce positionnement-là est d'autant plus intéressant que l'image qu'elle donne, c'est l'image d'un chef. C'est-à-dire qu'elle reconnaît... D'un chef de famille, finalement, Voilà. parce qu'elle est restée un chef C'est de ça. famille lorsque son mari était en prison. Elle est C'est restée ce chef de famille, même si elle-même aussi, elle a été en prison. Lorsqu'elle est sortie, elle a quand même montré cette image de chef de famille du FPI. En Donc, tout cas- le rassemblement est-il possible? On va dire toutes les tendances. Quand je parle de tendances, donc le FPI d'Afin N'Guessan, à Souadou, le rassemblement est certainement possible aussi. Mais c'est ce qu'elle veut démontrer, parce qu'elle Exactement. elle est au centre. On parle beaucoup d'elle aujourd'hui, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fautes ou d'erreurs dans cette campagne qu'elle est en train de mener. Non, mais pour elle moi- en tire un grand parti. Bah oui. En tout cas, on attend la réaction de Laurent Gbagbo qui doit rencontrer Bédier. Bédier, Il faut oui. qu'il revienne sur le terrain politique. Et là, il est parti à un mariage. Je pense que elle a fait ce... Qu'est-ce qui justifiait qu'elle fasse ce discours-là aujourd'hui? Maintenant, oui. Pendant que l'autre est en train de prendre du plaisir, Et parler de il reprend préparer goût du à la vie, on va dire. Il reprend goût à la vie. elle revient sur le terrain politique, elle revient sur les choses que beaucoup d'observateurs aussi attendent, la réconciliation, des choses comme ça. Exactement, Donc, voilà. c'est exactement ça. Bien. Déjà, qu'elle se pose ses actes. Et deuxièmement aussi, et c'est important de le dire, nous, en tant que femmes, on s'attendait, je veux dire, 90% de femmes n'auraient pas réagi comme ça après tout ce qui s'est Pourquoi passé. moi, j'aurais réagi, j'aurais oui, je veux réagi dire, de cette j'ai dit manière, oui. La proportion est grande 90%. quand même, hein. Bah, non, je veux dire, quand une femme se sent est humiliée comme ça, de manière aussi ouverte, qu'on met l'annonce du prochain on va dire un divorce grand nombre sur de la... femmes. Je vais être gentil, oui, non, on c'est va pas dire toutes les grand femmes qui nombre. répondent On va dire en grand général nombre, on va quand dire elles Mais grand sont non, nombre. humiliées. mais oui, bon, un grand nombre. Je Voilà. rectifie, un grand nombre, autant pour moi. Mais qui a cette posture où elle ne montre pas justement qu'elle est amère, elle ne montre aucune rancune, mais qu'elle est dans le rassemblement après, pendant qu'elle est dans ce processus-là qui est compliqué. Pour moi, c'est quand même quelque chose à Surtout que saluer. les informations qu'on entend, c'est et on termine là-dessus. qu'on termine là-dessus. Elle a d'autres, pas mal de rendez-vous avec la justice. Oui. Elle va s'y rendre dans pas longtemps. Je pense qu'on a appris. Donc, ça veut dire qu'elle sort de cet agenda de justice, que ce soit le divorce, que ce soit sa plainte face à l'autre dame, la Zaté, Oui. etc., pour s'installer toujours. Non, mais elle montre qu'elle ne se laisse pas dominer C'est une dame par de ces fer. choses d'à côté. Une dame de fer. Ouais. Passe en tout cas un message à quelqu'un pour dire il y a un siège là qui t'attend. J'adore le symbole. Ouais, le symbole du siège. Bon, allez, on va marquer une pause et retrouver notre invité d'ailleurs.
Nous sommes en compagnie de M. Achiaou Jacques III. Il est le directeur de la sensibilisation et de l'éducation à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien. Merci. Très bien. Alors, justement, je parlais de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui a été instituée par ordonnance depuis le 20 septembre 2013. Alors, comment est-elle organisée, cette Haute Autorité? Comment elle fonctionne pour nos téléspectateurs? Un tout petit peu, en quelques minutes, un peu de pédagogie. Merci beaucoup. En tout cas, avant de commencer, je voudrais remercier la chaîne de Live TV de nous avoir invités aujourd'hui parce que c'est une occasion, et au nom du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. Ngolo Coulibaly, je voudrais vous dire merci d'avoir accepté de nous réunir autour de cette Mais table. on vous en prie. Alors, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est une autorité administrative indépendante. Elle est placée sous l'autorité du président de la République et elle fonctionne avec un conseil et un secrétariat général. Donc vous avez 3 organes, le président, le conseil qui est constitué de 10 membres, d'horizons un peu divers. Donc, ces 10 membres, vous avez des avocats, donc un avocat, vous avez un magistrat, vous avez un financier, vous avez un commissaire de police, vous avez un financier, donc un administrateur des finances publiques. Donc vous avez un peu un ensemble de personnes qui interviennent dans des secteurs différents. Donc ce sont ces 10 personnes. Voilà. Et, Ensuite, oui, vous avez le secrétariat général, qui est un peu la cheville ouvrière, qui organise toutes les directions opérationnelles. Et qu'en est-il de la déclaration de patrimoine donc des membres de notre exécutif et toutes les autres personnes qui sont assujetties, donc le président de la République, le Premier ministre, les ministres, les gouverneurs, les juges et tout ça. Qu'en est-il et comment est-ce que ces données sont accessibles au grand public à travers la haute autorité? Alors, je vous permets de répondre à la question de Mme Bleu. Elle est très prompte, on ne va pas lui en vouloir. Mais par contre, vous terminez sur les missions. Voilà. Et les missions, la haute autorité a 18 missions. 18 missions principales, on va en citer quelques-unes qui sont les plus importantes. La première, c'est élaborer la stratégie nationale de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. À côté de ça, vous avez coordonné toutes les actions de mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption au plan national. Ensuite, vous avez des missions qui sont assez importantes comme sensibiliser et éduquer les populations sur les conséquences de la corruption. Enfin, vous avez 2 autres qui sont recueillir les déclarations de patrimoine. Vous avez également recueilli les dénonciations et les plaintes. C'est ça. Et puis, après investigation, les transmettre au procureur de la République. C'est là qu'on arrive à la question de déclaration Mme de Bleu. patrimoine, du président de la République, du Premier ministre et tous les autres ministres et gouverneurs. Alors, quand vous prenez l'ordonnance qui est devenue une loi qui a été ratifiée, l'ordonnance prévoit des assujettis. Mais c'est une loi assez particulière parce qu'elle a 2 volets. Un volet administratif et puis un volet pénal. Le volet administratif s'enrichit de la question de la prévention. Donc tout ce qu'on fait pour ne pas que l'argent public tombe dans une situation de corruption. Et cela se matérialise en première position par la déclaration de patrimoine. Et la déclaration de patrimoine, c'est un acte citoyen qui fait peser sur l'ensemble des agents publics, donc ces assujettis-là, l'obligation de déclarer leur patrimoine à l'entrée et à la sortie. Alors la déclaration de patrimoine, elle est orientée, elle est axée autour de 3 points principaux. Premier, vous déclarez à l'entrée. Quelles sont les personnes qui déclarent? C'est une liste de personnes. Vous avez d'abord le président de la République qui déclare. Sa déclaration, de toute façon, elle existe depuis 2004. C'est ça. Donc, il y avait déjà une loi qui prévoyait. Donc, vous avez le vice-président. Vous avez également, comment on appelle ça? Le Premier ministre, les ministres, les présidents d'institutions. Et puis, vous avez un ensemble d'élus qui déclarent également. Vous avez les sénateurs, les députés, les maires, toutes ces personnes-là qui déclarent. Et en tout bas, vous avez des personnes qui gèrent de façon les fonds publics. Ce sont ces personnes-là qui, en fait, présentent le gros de l'assiette. Voilà ce qu'on peut dire. J'avais juste demandé, est-ce que les données sont publiques? Alors, vous savez, la haute autorité est un agent de l'application de la loi. La loi dit les données sont confidentielles. Et ça, là-dessus, pour l'instant, c'est l'option qui a été prise par le gouvernement, par l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi les données sont confidentielles? Confidentielles parce que vous rentrez dans un processus qui doit respecter quand même certains obstacles. On est d'accord.
On est d'accord, donc en tout en respectant la loi, mais ce n'est pas trop la confidentialité qui importe, c'est la déclaration. Vous avez dit quelque chose concernant la déclaration, vous avez dit que c'est un acte citoyen, Tout à fait, mais en même temps c'est une obligation. bien sûr. Et il se trouve que vous êtes une autorité indépendante. Est-ce que vous êtes jaloux de cette indépendance au fond finalement? Est-ce que vous faites en sorte que les uns et les autres viennent poser cet acte citoyen-là? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le taux, si vous prenez le taux de la déclaration, en termes de, nous sommes pratiquement à 80%, donc 77,89 à peu près. Donc on est en train, en moins de 6 ans, parce que la déclaration elle-même, l'opération a commencé depuis 2015, de façon effective. Et aujourd'hui, on a atteint un taux. Quand vous faites un peu... Qui sont les réfractaires là? Qui sont ceux qui ne veulent pas encore déclarer? Mais même au-delà des réfractaires, monsieur si Achiaou, on pouvait- je suis un peu oui, allez-y. et peut-être étonné, mais enfin, ça ne veut pas dire que je ne crois pas à ce que vous dites. Ce que vous êtes en train de nous faire comprendre, c'est que nos élus et nos personnes qui gèrent nos fonds publics Oui. sont au fond de bons citoyens en termes de déclaration de leurs biens. Bien sûr. Parce qu'on ne parle pas de plus Oui, de 80%. bien sûr. Mais Nous sommes autour de le problème, c'est 80%. comment on peut vérifier tout ça, puisque c'est confidentiel pour Ah non, Mais les non, citoyens. Si vous m'aviez laissé Oui. finir, vous aurez su. Ok. Mais c'est- Alors, c'est- la déclaration du patrimoine, la liste de toutes les personnes qui déclarent est publiée chaque année. Ça, Oui. Elle est disponible. Donc, Elle vous est pouvez savoir disponible, déjà, sur l'assiette d'assujetti, vous pouvez savoir quel est le taux. C'est assez facile. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Alors, confidentialité, déclaration faite, votre question, c'était... votre indépendance, c'est-à-dire qu'est-ce que finalement vous êtes jaloux de dire celui-là il n'est pas venu, il faut qu'on fasse en sorte qu'il le fasse. Enfin, je ne sais pas si c'est Est-ce que vous avez une force de coercition? Bien sûr, parce Voilà. que le refus de déclarer est une infraction. C'est ça. Oui, mais, est-ce que vous- mais je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu une sortie justement, si je ne me trompe pas, c'était un Allez-y. communiqué où on demandait justement à certains élus, on se plaignait députés. que certains élus justement n'aient pas fait de déclaration de patrimoine et qu'ils allaient en fin de mandat. Aujourd'hui, et ce jour-là, moi, je veux dire, on a traité de ce sujet sur le plateau et on s'est interrogé justement sur cette capacité coercitive que vous devez avoir et on s'interroge aujourd'hui sur quelles sanctions est-ce que sur quelles sanctions on va contre ces personnes-là n'ont pas déclaré, ces mêmes personnes qui sont identifiées n'ont pas déclaré leur patrimoine. Est-ce qu'il y a des sanctions contre elles? Et si c'est le cas, est-ce que ces sanctions sont déjà, je veux dire, est-ce qu'elles sont Mises en œuvre, portées, est-ce qu'elles sont portées justement, Allez-y, appliquées vas-y, plutôt, allez-y. pardon. Allez-y, donc justement... Voilà. Alors, concernant la déclaration de patrimoine, il y a des sanctions qui sont prévues. Le refus de déclarer, Oui. l'absence de déclaration. Donc, le refus de déclarer est une infraction qui est prévue par l'ordonnance. Mais alors, vous rentrez dans un dispositif, quand vous légiférez, je le disais tout à l'heure, tantôt, il faut légiférer en tremblant. Vous arrivez où il y a toute une série de contingences sociologiques qu'il faut prendre en compte. Déclarer le patrimoine était pour certains, et c'est ce qui a été les premiers obstacles, pour certains comme quelque chose de nouveau dans la culture des Ivoiriens. Donc il fallait, de façon pédagogique, expliquer à ces différents agents quel était le bien fondé de la déclaration de patrimoine. Et donc la haute autorité s'est mise dans la posture de la sensibilisation D'accord. et la compréhension pour que ce acte citoyen dont je parle soit pérenne. D'accord. Et donc c'était une question d'abord de s'assurer que les personnes s'approprient. On a eu quelques récits. Ça a duré combien de temps la sensibilisation? Alors la sensibilisation continue de durer Ça et continue elle va passer bientôt à un nouveau stade. Bientôt. Bientôt. Et bientôt, je vous 2013, explique. 2015. 2015, non. En 2021, 2015, je vous ai dit, on a on commence commencé. à sanctionner. L'opérationnalisation a commencé en 2015. Nous sommes en D'accord. 2021. Et déjà, certaines personnes vont recevoir des espoirs d'huissier. Et après les espoirs d'huissier, c'est cela la procédure. Après les espoirs d'huissier, parce qu'en principe, vous déclarez votre patrimoine un mois après votre prise de fonction ou après votre mandat. Est-ce qu'il y a eu certains qui ont fait oui. un mandat jusqu'à la fin sans déclarer finalement? Ils sont un tout petit nombre. Ils sont pas... Puisque, comme je vous ai dit, il y a dans notre démarche de sensibilisation des personnes qui estiment à tort, nous pensons, ne pas devoir figurer dans la liste des assujettis. Ok. Et nous leur avons expliqué que non. Cette catégorie-là a prétexté du fait que nous ne gérons pas l'argent. Nous leur avons dit, mais votre position est susceptible de générer des ressources. Et l'influence que vous allez utiliser peut être monnayée, peut être ainsi de suite. Oui, Donc parce peut qu'on peut être sujet recevoir à des corruption. paiements à Merci gauche, à beaucoup. droite, Et donc, pour ce qui des fait que influences. nous restons. Mais là, l'objectif de la haute autorité, c'est de mettre en place un dispositif qui soit pérenne. Parce que l'objectif de la déclaration des patrimoines, c'est de faire en sorte que tous les agents publics ne confondent pas leur patrimoine
de la De l'État, communauté, ouais. de l'ensemble de la communauté. Et vous savez, répression pour répression, ça ne donne pas toujours les résultats escomptés. Ah Il non, vaut non, mieux, là, je vais suis pas finir, d'accord avec vous, je hein, vais vous finir. finissez. Laissez-moi finir, vous verrez. Ouais. Vous prenez certains pays qui ont mis en avant la répression. Ouais. Aujourd'hui, ces pays-là ne sont pas Quel pays? le Cameroun, par exemple, qui a lancé une grosse opération qu'on appelle l'opération Péradier, C'est ça, il y a qui des aujourd'hui, ministres qui ont mais été- n'empêche que les Camerounais sont encore parmi, ils sont très loin de la Côte d'Ivoire qui n'a jamais lancé ce type d'opération. Ça ne veut pas dire et que, au ça ne Rwanda? veut pas dire que nous ne devons pas sanctionner. Ah. Mais nous disons que pour que le dispositif soit pérenne, La sanction il n'est y pas a- la première il n'est pas la disposition. première disposition parce que prévenir vaut mieux que guérir. Non, monsieur, Allez-y. excusez-moi, monsieur Achiaou, c'est ça le problème que ça pose. C'est-à-dire qu'entre faire de la sanction finalement une sorte de d'épouvantail et puis ne pas sanctionner du tout, je pense qu'il y a une marge. C'est-à-dire Alors- qu'à ce moment, alors, je nous, vous- au moins, on voit quelques sanctionnés. parce que je vous on a- reprends là-dessus. je finis là-dessus. On a fini des mandats de députés, il y a des gens qui ont été directeurs généraux qui sont partis. Bon, parmi eux, là, le pourcentage de 10-20%, forcément, il y a des gens à qui on doit demander des comptes. Bien sûr, il y a des relances qui sont faites à ces personnes de venir déclarer leur patrimoine. Mais mieux, pour vous reprendre, vous savez, la peur du gendarme est le début de la sagesse. Ouais. Vous savez, brandir la sanction à tout vent n'est pas l'objectif. Parce qu'il faut que cela soit intériorisé par les Ivoiriens. Nous parlons d'actes citoyens. On est d'accord. Mais, Voilà. mais on ne parle Allez-y. pas de millions aussi de citoyens, c'est quelques centaines Quelques ou à la limite récalcitrants, comme vous avez dit. non, oui, quelques récalcitrants. C'est ça. Moi, ce que j'ai envie de savoir, aujourd'hui, vous parlez de sensibilisation, que vous voulez mettre ça en avant. Est-ce que cette sensibilisation, depuis, on parle de 2015 à 2021, 6 ans que ça dure, est-ce que ça a porté ses fruits? Oui, bien sûr. Et, Je vous assure qu'on est passé d'un niveau de réticence de l'ordre, sur une échelle de 1 à 10, nous Ouais. sommes passés de 10, nous sommes pratiquement à 2-3% aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, Ok. je crois que c'était la question, Mme Diallo, Vous dites. est-ce que qui est ce mouvement-là n'est pas dû au fait qu'il y avait, qu'André le disait, une forme d'épée de Damoclès qui commençait à peser sur la tête des uns et des autres, plutôt qu'on leur dit, c'est le fait de c'est la répétition qui est devenue ouais. pédagogique, qui a amené les gens à venir vers ces déclarations-là. Il y a un peu de tout cela. Un peu de tout ça. Oui, il y a un peu de tout cela. D'accord. Aujourd'hui, nous allons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, passer à la phase. Mais comme je vous dis, pour nous, c'est de lancer un dispositif, un processus qui soit pérenne. Et pour cela, nous pensons que nous avons pris le temps d'expliquer aux uns aux autres la nécessité de déclarer et les sanctions qui vont avec quand vous ne déclarez pas. Et Je fais juste un crochet, en fait, juste avant la question sur la suspension des directeurs de ces structures étatiques. On a, depuis quelques jours, on parle de pyramide et de vente, donc de vente au sens large, de vente de biens publics. C'est ça. Comment la haute autorité de la bonne gouvernance Pour se la bonne positionne gouvernance. sur ce genre de sujets qui sont chauds et qui sont actuels? alors, La vente de biens publics. en principe, si vous regardez bien, quand vous aurez peut-être parcouru les différentes ordonnances, vous verrez que la haute autorité est saisie de 3 modes. Et l'un des modes, c'est l'autosaisine. Donc, Oui. le premier mode, c'est la plainte, la dénonciation. Et vous avez également l'autosaisine. Sur certaines questions, nous pouvons nous autosaisir. Vous pouvez, mais est-ce que, Vous pouvez. parce que vous aimez bien publier les chiffres, est-ce qu'on peut avoir un taux d'autosaisine depuis que vous existez? Je peux vous donner juste un élément qui est assez récent. Je l'ai dans les statistiques que je vous ai envoyées, que je vais vous reverser après. Nous nous sommes autosaisis et nous avons demandé de faire un audit à partir d'une rumeur qui était assez persistante dans la clameur publique. Et donc, nous avons lancé déjà un audit. Mais vous savez, ces questions sont assez... Sur cette situation? Non, pas celle-là. Pas celle-là. Mais Monsieur, autre chose, vous expliquer ça reste que confidentiel l'autosaisie, pour l'instant, parce qu'on est D'accord. juste au stade de l'audit. Alors, juste pour vous donner quelques éléments. Lorsque vous êtes en train de parler de la question de la vente des biens publics, toutes ces questions, vous savez, il y a ce très beau adage qui dit présomption d'innocence, Oui. jusqu'à preuve du contraire. Et donc, les questions de corruption sont des questions assez délicates. Et si vous n'y prenez garde, après, si vous disculpez quelqu'un, vous n'arrivez pas à le disculper dans l'imagerie populaire. Mais est-ce que vous Et avez donc, déjà été confronté à un cas de Oui. vente de biens publics dans l'administration ivoirienne? Et est-ce que vous êtes autosaisi de ce genre de cas? bon, à ce jour, Est-ce qu'il y a eu un précédent? dans les cas que nous avons, je ne peux pas vous le dire de façon précise si nous avons déjà été saisis. Nous avons saisi d'autres choses, mais pas de cas de vente de biens publics. Très bien. Non, mais sur ça, Alors, ce sera très allez-y. rapide. Vous êtes chargé de la sensibilisation et de l'éducation. C'est ça. C'est-à-dire que vous, on a un choix que vous avez à faire entre ce qui reste dans la tête de nos concitoyens. Enfin, globalement, je ne dis rien C'est d'extraordinaire. Nos concitoyens pensent que beaucoup de nos dirigeants qui gèrent les fonds publics sont corrompus ou ils gèrent mal, etc.
Alors que vous devez aussi les sensibiliser. Donc, on les sensibilise par la sanction ou on les sensibilise juste par votre procédé. Parce qu'à ce moment, il faut que nos concitoyens commencent à basculer pour dire qu'on a des dirigeants plutôt honnêtes. D'accord. Alors, cela vous amène à un principe très simple. Quand vous prenez la lutte contre la corruption, c'est une chaîne. Ouais. Le premier maillon de la chaîne, c'est la prévention. Le deuxième maillon, c'est la répression. Le troisième maillon, c'est la coopération. Quatrième maillon, c'est le recouvrement des avoirs. Et tous les maillons sont essentiels. Vous comprenez? Ça veut dire qu'au moment où vous êtes en train de sensibiliser, vous devez quand même veiller à ce que la répression se fasse. Mais l'un ne peut fonctionner sans l'autre. Parce que si vous faites que de la prévention et que vous ne sanctionnez pas, ceux à qui vous êtes en train de parler de sensibilisation vont se dire de toute façon, si vous ne le faites pas, comme on dit bien en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Ça va pas quelque Et part. donc, vous Ça va comprenez quelque part, qu'on est obligé de combiner tout cela. D'accord. Alors, donc pour l'instant, nous avons estimé que pour entrer dans un comportement qui est vous savez, les mauvais comportements sont têtus. Et vous rentrez dans une situation où la corruption, elle est pénalisée. Elle est devenue quelque chose de plus ou moins normal. Quand vous en parlez, à la limite, les gens ne vous écoutent même pas. C'est devenu une seconde nature, j'ai envie de dire quelquefois. Mais sur ça, encore permettez-moi de vous attraper, on ne vous entend pas assez. Parce que moi, j'aurais aimé entendre la haute autorité avec des campagnes de pub, je ne sais pas. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes audible? Est-ce que les Ivoiriens vous entendent? Alors, pour vous répondre, vous savez que là, nous avons fait le tour de tout, c'est-à-dire le territoire ivoirien dans son ensemble, en passant par tous les chefs-lieux de région. On a installé même des outils dans ces différentes, avec la collaboration, surtout proposer des outils qui ont été installés par les populations sur l'ensemble du territoire. Mais justement, moi, je me pose la question, si vous avez fait tout ça, Oui. on a toujours un peu l'impression que les choses piétinent. Quelles difficultés vous rencontrez? Alors, je vais vous dire, c'est les habitudes qui sont têtues. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez, la corruption, ce dont vous parlez, c'est la perception qu'on a de la corruption. Et entre la perception et la réalité, il peut y avoir une grande marge. Je m'apprête à lui dire, parce que c'est vrai qu'on parle voilà. de corruption, parce qu'il y a peut-être des personnes qui le sont, mais il y a également des présomptions de personnes qu'on imagine aujourd'hui, on dit la justice est corrompue, sans aucune forme de preuve, juste sur des a priori. Alors, pour que vous puissiez matérialiser cela, vous êtes obligé de procéder à des études scientifiques. Et c'est ce que nous sommes en train de faire également. Donc, nous avons lancé une série d'études pour voir la perception des Ivoiriens sur la question de la corruption et de matcher ça avec la réalité sur le terrain. Et ces études-là sont en train de nous donner une cartographie des risques en matière de corruption, voir quels sont les secteurs les plus corrompus. Tout cela va nous permettre de nous assurer que les options que nous allons prendre en termes de recommandations, les mesures que nous allons prendre vont nous permettre de régler la question. Très bien. Moi, j'ai une question. Quand vous parlez de dénonciation, c'est qu'à un moment donné aussi, vous mettez la population à contribution. Est-ce que vous avez souvent des dénonciations Oui, vous en recevez beaucoup? Oui, nous en recevons. Ok. On pourrait éventuellement vous donner quelques statistiques Oui, là-dessus. dites-nous. Mais je ne les ai pas sous la main. Mais je peux vous dire que nous recevons beaucoup de dénonciations parce que nous avons un call center. Nous avons un call center, le 800-811. 800-811. C'est un numéro vert. Et on a des statistiques là-dessus qu'on peut mettre à votre disposition. Et une partie des cas que nous recevons viennent de dénonciations d'Ivoiriens, de personnes, de populations. Et c'est des faits avérés souvent? Bien sûr. Mais très souvent, on a beaucoup de cas qui sont... De dénonciations calomnieuses? Non, pas calomnieuses, mais la méconnaissance de l'infraction elle-même. Et c'est ce qui nous amène à continuer cette politique de sensibilisation pour que les Ivoiriens puissent connaître, reconnaître les actes de corruption et les infractions civiles. On va revenir à ce dont je parlais avant la pub. Ce sont ces directeurs de structures étatiques, pour certains qui ont été suspendus, d'autres ont été mis aux arrêts dans le cadre d'une opération de lutte contre la corruption. Quel rôle vous avez joué dans cette opération? Alors, pour ces personnalités qui ont été suspendues, convenez avec moi que nous sommes dans des mesures administratives pour l'instant. Et ce sont des situations en termes de mesures conservatoires. Et donc, toujours la présomption d'innocence qui pèse sur ces personnes. Mais il faut que vous le sachiez, la haute autorité est destinataire de tous les rapports d'audit, de toutes les structures de contrôle et de supervision. C'est important que vous le Et ça, vous devez le savoir. Vous regardez dans l'ordonnance, c'est doit être l'article 53, 52, si je n'ai pas de mémoire. Et qui est intime. Donc, vous ne pouvez même pas refuser de donner ces informations-là à la haute autorité. Cela constitue une autre infraction qu'on appelle l'entrave à la justice. Pardonnez-moi. Et donc, à partir de ce moment, si je peux finir, alors à partir de ce moment, ce que la haute autorité fait, la poursuite dans laquelle elle se trouve, des personnalités ont été suspendues, des audits ont été enclenchés. Nous attendons les résultats de la conclusion de ces audits pour savoir s'il y a des cas de corruption qui sont avérés à l'intérieur et puis
la procédure va pouvoir. Sur la Allez-y. presse s'est fait écho de ce qui s'est passé au niveau de la nouvelle pharmacie de la santé publique. D'accord. Et on dit qu'il y a eu un audit, c'est ce qu'on dit. Je voulais avoir une idée exacte avec vous, puisque l'audit aurait pu vous être destiné, mais est-ce que vous avez connaissance d'un audit qui a été effectué au niveau de la nouvelle pharmacie de la santé publique? Alors, à ce niveau, je pense que ce sont des questions qui rentrent dans un autre cadre. Et donc, nous attendrons de façon de recevoir ces questions, ces réponses-là de façon officielle avant de pouvoir en parler. Très bien. Pour l'instant, C'était ça, nous ma sommes dans question. un autre... Ouais. voilà. Monsieur Achaou, Allez-y. il existe un ministère donc chargé de la lutte contre la corruption. C'est cela. Et vous existez, donc la haute autorité de la bonne gouvernance. Est-ce que finalement, il n'y a pas un conflit de compétences entre ce ministère et votre autorité? Surtout que vous devez élaborer la politique nationale en la matière. Enfin, Non, je la vois stratégie nationale. La stratégie, bon, enfin, je dis politique, la stratégie nationale en la matière. C'est Enfin, pour un journaliste, c'est à peu près pareil, la stratégie politique. Donc, finalement, il y a un problème. On a deux Est-ce que c'est entités. pas un Moi, je présente la question différemment. Allez-y. Comment vous collaborez? Merci. Et il y a une autre- il y a- il y a Non, une- non, non, non. Allez-y. Moi, je vois le train qui arrive à l'heure. Allez-y. et il y a une troisième entité aussi, le pôle pénal et économique. Économique, ouais. Lui, quand je vous ai parlé de Ouais. des maillons de la chaîne, il est au niveau de la répression. D'accord. Et il est bon de savoir, avant même de commencer, puisque vous en parlez, que la haute autorité, et il faut que ce soit su par l'ensemble des Ivoiriens, n'est pas un organe juridictionnel. C'est ça. Ça veut dire que la haute autorité ne peut pas prendre un individu pour le mettre en prison. Vous voyez, quand vous regardez l'ordonnance, c'est mentionné à l'article 2 de la 660, donc c'est l'ordonnance numéro 660. On lui donne ce nom-là, parce qu'en réalité, cette ordonnance a été ratifiée, donc c'est une loi désormais. D'accord. Alors, l'article 2 dit que l'ordonnance prévoit un régime de prévention et de répression. Ça veut dire que l'ensemble de la lutte n'est pas détenu uniquement par la haute autorité. On est d'accord. Il faut que cela soit clair. Et donc, il y a des volets qui reviennent au judiciaire. Et le judiciaire est très jaloux de ses compétences. Et donc, nous ne partageons pas cela avec le judiciaire. Et donc, la haute autorité demeure un organe, donc une autorité administrative indépendante, C'est ça. mais on n'est pas un organe juridictionnel. Et ça, il faut que le commun des mortels ivoiriens sache. D'où la présence de ce ministère ou... Non. Non. Je reviens. mais sur le juridictionnel, en mais France, c'était là, une vous travaillez en précision d'abord. collaboration. Ok. Alors, le ministère, si vous vous souvenez bien, je pense que vous, en tant que journaliste, devez avoir l'information. Oui. En décembre, lors de son investiture, le président a dit qu'il allait renforcer le dispositif de lutte contre la corruption. L'existence, la création de ce ministère répond à cette exigence. Vous voyez, la haute autorité est un organe opérationnel, pas politique du tout. On est d'accord. Alors, sur certaines questions, il y a des réformes d'envergure. Je vous donne juste un cas d'espèce. La haute autorité a élaboré une loi, et même un décret également, pour rendre obligatoire dans toutes les administrations l'affichage des coûts, des délais, des voies de recours, pour pouvoir effectuer des contrôles réguliers dans les administrations, savoir si les administrations affichent cela. Et cela dénote d'une obligation de l'article 16 de cette ordonnance. Très bien. Sauf que, Sauf que nous ne siégeons pas en Conseil des ministres, ouais. Donc nous étions obligés, lorsque ce genre de réforme était présente, de passer par le canal du ministère de la Justice. D'accord. Aujourd'hui, on a un ministre. Et donc, la collaboration que nous avons est une collaboration complémentaire. Donc il y a une certaine complémentarité. C'est ça. Le ministère est chargé de tout le volet politique et nous nous occupons de l'opérationnel. Alors, il y a une chose sur laquelle on parle de bonne gouvernance, on a tendance à parler de corruption, mais moi, il y a une chose aussi qui nous intéresse. D'accord. La bonne gouvernance, c'est la gestion efficiente des deniers publics, C'est cela. c'est le gaspillage qu'on peut voir Merci. dans des achats des administrations qui ne sont pas utiles, voilà, des choses comme ça. Alors sur ça, ou quand même, je pense que vous devez être beaucoup plus à l'aise, parce qu'il ne s'agit pas de condamnation pénale, mais il s'agit de faire en sorte que l'administration ait des bonnes pratiques. Sur ça, est-ce que vous avez des résultats? Oui. Alors, oui. Voyez, quand vous prenez tout le volet prévention, c'est cela la bonne gouvernance. Ouais. Parce que la corruption, c'est une malgouvernance. Pour corriger la corruption, ce sont des éléments de gouvernance que vous utilisez pour corriger les éléments de corruption. Alors, entre autres, nous avions initié un certain nombre de choses, notamment, très bientôt, nous devrons mettre à la disposition des administrations des outils. Des chartes d'éthique, des codes de déontologie, tous ces éléments qui vont permettre d'assainir un tant soit peu l'administration. Mais nous allons plus loin. Nous allons mettre des outils également anticorruption qui vont permettre à ces administrations de pouvoir
en leur sein, gérer la question de la corruption. Un exemple d'outil anticorruption? Un exemple d'outil, nous allons mettre par exemple une plateforme de dénonciation. Comme celle du 800 Non, non. une plateforme numérique Oui. qui va être créée Ah, c'est et qui intéressant. permettra à n'importe quel individu à partir d'une administration de dénoncer des faits de corruption. Est-ce que vous protégez ces lanceurs d'alerte? Bien sûr, il y a une loi de 2018 qui est sortie et qui a permis de créer un régime de la dénonciation qui va jusqu'à un programme comme ce que vous voyez dans les films américains. Génial. Monsieur Achaou Jacques III, je rappelle que vous êtes directeur de la sensibilisation et de l'éducation à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Merci d'avoir été en notre compagnie pour nous éclairer un tout petit peu sur certains points qui nécessitaient précision, explication et même pédagogie dans un certain nombre de cas. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci André, merci mesdames. Merci, Brice. Merci. Merci, Brice. C'est la haute autorité qui vous remercie. Mais on pense que vous reviendrez ici. Hein, Ouais, on est sûr, on est sûr. parce que le sujet est Le sujet est dense. Ce sera avec plaisir. On marque une pause et puis on dit merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter à vous, téléspectateurs, de passer de bons moments sur Live TV. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À Amen. demain. Merci.